Alors, on va parler maintenant, on va revenir sur cette histoire dont on a parlé en début de bulletin, qui suscite toutes sortes de réactions. Grenon, donc, qui est accusé aujourd'hui, maintenant, du meurtre d'une jeune femme et qui est aussi accusé d'avoir tenté d'en assassiner une autre. Vous avez vu tantôt des images, on vous a montré ces images-là. Il avait été interviewé dans un colloque où on parlait justement de comment on aide les gens à passer au travers et à se réhabiliter. Extrait, et tout de suite après, réaction de Pierre-Hugues Boisvenu. Moi, je pensais que je n'avais pas ma place dans la société et d'être comme je suis, tu sais. Il fallait tout le temps que je sois sur le paraître, il fallait tout le temps que je fasse plaisir, puis je voyais qu'est-ce que l'autre veut que je sois, puis dans le regard des autres. Puis maintenant, avec mon estime puis ma confiance, je comprends, il y a des gens qui m'aiment pas, ça se peut, puis tu as le droit. Mais moi, je m'aime aujourd'hui. Je m'accepte. Pierre-Hugues Boisvenu, donc sénateur, se joint à moi. Bonjour, M. Boisvenu, merci d'être avec nous. M. Jean, c'est un plaisir. Bonjour avec les gens qui sont avec nous ce midi. Alors, on entend cet homme-là, et on le voit en plus, là. C'était en 2017 dans un colloque où, justement, on parle de façon d'aider les gens à se réhabiliter. Puis on voit l'assurance avec laquelle il parle. Je ne peux pas m'empêcher d'être choqué quand même quand on entend ça. Comment vous réagissez d'abord, vous, là-dessus? Bien, je pense que ces individus-là qui commettent des crimes aussi graves, s'il est la personne reconnue coupable, évidemment, on est au conditionnel. Bien sûr. Ça nous donne toute la capacité que ces gens-là ont de manipuler les gens autour d'eux et de savoir aussi que cet individu-là déménageait ou changeait de place à tous les 2 mois. Ouais. C'est très inquiétant. Il aurait assassiné une femme au Lac-Saint-Jean, il aurait agressé une femme à Québec et on le retrouve à Granby. Donc, ce qui va être intéressant de savoir de la part des policiers, quel a été son parcours géographique depuis autant d'années et est-ce que durant ce parcours-là, il a fait d'autres victimes? Parce qu'on ne peut pas commettre des crimes aussi graves et ne pas être récidiviste. Moi, c'est ma perception que j'ai quand je l'écoutais ce matin. J'ai dit, c'est un individu qui a caché la vérité pendant des années. Donc, est-ce qu'il a fait d'autres victimes? Et on ne peut pas s'empêcher de penser aussi aux familles. Et bien sûr, M. Boisvenu, compte tenu de ce qui est arrivé à votre famille, vous êtes bien placé pour en parler. C'est difficile pour les parents, quand un drame comme celui-là arrive, de faire son deuil tant qu'on n'a pas retrouvé, bien sûr, le meurtrier. Les parents, donc, de cette jeune femme ont reçu un appel des policiers. Puis, dans leur cas, ça ne ramène pas leur fille, mais ils ont quand même, au moins, les policiers pensent avoir trouvé le meurtrier. Dans quelle mesure tout ça, c'est important aussi? D'avoir une réponse. Je me souviens, Janine et Romuald, les pères et la mère de Guylaine, étaient avec nous à la première réunion de l'Association des familles de personnes assassinées en 2004 et ils sortaient à peine de ce meurtre-là et ils étaient encore tout à fait bouleversés. Et pendant toutes ces années-là, Janine, entre autres, n'a jamais abandonné. Elle a toujours, gardé espoir. Donc, pour ces familles-là, ce qui est important, c'est d'avoir une réponse. Vous imaginez, nous, on a cherché Julie pendant 10 jours, comment on était inquiets, la famille, et elle, cette famille-là, pendant 22 ans, elles attendaient une réponse. C'est sûr que la réponse ne vient pas enlever tout le drame du deuil, mais au moins, elles vont fermer cette partie d'informations qu'elles n'ont jamais eue et ça va atténuer, je dirais, leur peine ou leur chagrin, mais ça ne l'enlève pas complètement. Bon, 2 choses. D'abord, depuis ce drame-là, les ressources policières ont évolué, les outils aussi qui se retrouvent maintenant à la disposition des policiers aussi ont évolué. Et donc, notamment, cet ADN, là, donc on estime que ça a permis de retrouver un potentiel coupable. Ça montre que quand même, quand on fait des choses, il y a possibilité quand même d'améliorer les choses aussi. C'était mon combat pendant les 20 dernières années, parce que Julie, ça fait 20 ans cette année, de faire en sorte que les policiers améliorent leur méthode de travail, qu'on ait une centralisation de l'information. On a 24 corps policiers au Québec, vous imaginez, et chaque corps policier avait son recueil ou son site d'information pour savoir qui est disparu, qui a été assassiné. Depuis ce temps-là, on a commencé à regrouper l'information, à donner plus de responsabilités, entre autres, à la Sûreté du Québec. Donc, ça fait en
sorte qu'aujourd'hui, ces corps policiers-là sont beaucoup plus performants. Les outils ont amélioré. Le registre des prédateurs sexuels ou des criminels dangereux a été mis en place seulement qu'en 2004. On veut que ce registre-là aille plus loin, qu'il soit public, et non seulement qu'à l'usage des policiers, notamment au Québec, où on ne rend pas encore public ces informations-là sur les criminels dangereux. Mais il y a quand même beaucoup qui a été fait. Il reste encore des choses à faire. Bon, là, évidemment, la question de la réhabilitation, qui est une question importante, qui est au cœur aussi de ce genre de choses-là. Il y a quand même des gens qui vont se dire, ouais, mais justement, cet homme-là se disait réhabilité. Il était même un genre de coach pour d'aidant naturel, pour utiliser ses propres termes, pour des gens qui cherchaient à se réhabiliter, en disant, regardez, moi, je suis l'exemple même, je suis le cas perdu, j'ai réussi à me ramener. C'est une gifle aussi pour ça. Je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui devait être un très bon manipulateur. Effectivement, il est reconnu coupable. C'est quelqu'un qui se cache facilement dans la société. C'est un peu comme un caméléon. Et lorsque cette personne-là ne se sent plus traquée, ne se sent plus surveillée, il va passer à l'action. Et ça nous dit aussi comment il faut bien informer la population quand on remet ces gens-là en liberté. Mais vous savez, on va dire c'est des petits crimes qu'il a commis. Il y a toujours une escalade dans le profil d'un criminel. Il va commencer par des petits crimes et ensuite, à un moment donné, il va passer à quelque chose de plus sérieux. Et c'est le cas de cet individu-là. C'est le cas de l'assassin de Julie Boisvenu. C'est le cas de tous les cas dans la violence conjugale. On est surpris d'apprendre, lorsqu'un individu est arrêté, de connaître qu'il avait un passé assez lourd. Parce que, comme vous le dites, en fait, 3 jours avant, il avait été arrêté 3 jours avant le meurtre pour vol. Les policiers l'ont libéré. Bien, vous savez, lorsque vous êtes sentencé à une sentence de moins de 2 ans, au Québec notamment, vous êtes rarement incarcéré. Et quand vous l'êtes, vous êtes libéré au 1/6. C'est encore la situation d'aujourd'hui. Et ça, c'est le problème lorsque vous commettez des crimes et qu'on vous libère immédiatement sans être sentencé. C'est pour moi, ça a toujours été pour moi, un permis de récidiver. Il faut que dès qu'il y a des crimes qui sont commis, que ce soit un vol, que ce soit un vol contre les biens ou un crime contre les personnes, il faut que les premières sentences soient sévères pour vraiment donner un message à l'individu que c'est inacceptable. Si on commence un premier crime et on ne donne pas de sentence, c'est comme un peu la cour au volant. Si on libère l'individu immédiatement, mais soyez sûr qu'il va récidiver. Dans son cas, son avocat de l'époque nous a dit qu'il avait fait 30 jours de prison en 1996, qu'il avait été d'autres fois. Donc, le type aurait fait de la prison aussi. Oui, mais moi, j'aimerais connaître quel genre de crime il a commis. Je comprends que son avocat peut temporiser la gravité du crime, mais s'il a fait 30 jours de prison, c'est que c'était assez sérieux. S'il a fait 30 jours aussi, c'est parce qu'il a été libéré au 1/6. Donc, s'il a été libéré au 1/6, ça veut dire qu'il avait eu peut-être 10 mois, 12 mois de prison, et ça, c'est un crime relativement grave. Ouais. En terminant, M. Boisvenu, ça fait longtemps qu'on se parle, vous et moi, de ces questions-là, parce que vous l'avez dit, ça fait 20 ans que vous en avez fait un combat personnel. Quand vous apprenez une nouvelle comme celle d'aujourd'hui, Pierre-Hugues Boisvenu lui-même, là, je ne parle pas du militant ou du gars qui s'est démissionné, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur et votre tête, là? Je pense à la famille. Ma première pensée, ça a été à Janine et à Romuald, avec qui j'ai été très près durant les dernières années, depuis 2004 d'ailleurs. Et ma pensée était à elle, comment ces gens-là ont vécu une peine intense d'avoir perdu leur fille. Et moi, quand arrive un meurtre de cette nature-là, mes pensées vont toujours pour la famille parce qu'elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de support. C'est mieux en 2022 qu'en 2004, mais mes pensées vont toujours pour la famille. Sénateur Boisvenu, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonne journée à vous.